Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de 13h. Et on ouvre ce journal avec les avocats de Mayotte qui continuent leur protestation contre la réforme de la justice. Cette dernière contraindrait notamment les plaignants à recourir aux tribunaux ou aux avocats hors de leur territoire ou encore à effectuer certaines démarches uniquement par Internet. Après la perturbation des audiences au tribunal, ils ont décidé d'expliquer leur action au grand public. Et ce matin, ils ont ouvert des consultations gratuites sur la place de la République à Mamoudzou. Voici quelques réactions recueillies par Laïni Saïd Hachim et Youssouf Abed Matouar. On est content de les voir ici parce que c'est la première fois qu'ils font ce genre d'action et on ira là-bas pour les voir, pour avoir des conseils. J'ai remarqué depuis 1998 que la situation au tribunal de Mamoudzou est très complexe. Et si aujourd'hui l'État veut faire encore plus de durcir les choses, je trouve que c'est très aberrant et ça va compliquer aussi la vie des citoyens. L'économie sociale et solidaire se développe dans notre île. Après la création il y a 2 ans de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, 448 entreprises sont créées dans ce cadre avec 12 000 salariés. Et pour continuer à structurer le secteur, une convention a été signée ce matin entre la CRES et le département qui a déjà injecté 350 000 € dans la structure. Je vous propose d'écouter les explications de Rifaï Saïd Amidouni, directeur du développement économique au conseil départemental, ainsi que celle de Kadhafi Atoumani, le président de la CRES Mayotte, au micro de Laïni Saïd Hachim et Youssouf Abed Matouar. C'est complètement un secteur qui va être développé. Nous espérons, je vous assure que d'ici l'an 2021, nous attendons plus de 5 000 emplois. Vous voyez, donc il y a des études qui vont être menées, qu'on va proposer éventuellement à la CRES, de mener des études au niveau de la sécurité socio-scolaire, parce que là aussi il y a beaucoup d'emplois, mais aussi du rythme scolaire. Vous voyez, on a les rythmes scolaires, pour le moment, nous n'avons pas optimisé. Dans l'économie mondiale, on est aujourd'hui dans une économie où les gens se rassemblent pour monter des sociétés et s'interrogent sur la manière de répartir la richesse. Cette manière-là de faire, c'est une manière mahoraise. Comme je le disais, à Mayotte, on le fait depuis toujours. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de se travestir, mais plutôt de s'appuyer sur ce que l'on est, sur ce que l'on fait, et de mettre un modèle économique autour de ça. Donc c'est en cela qu'il est important pour nous d'être fiers de ce que l'on fait, d'être fiers de ce que l'on a, et de nos valeurs mahoraises qui finalement sont ultra modernes. Autre signature à présent et à la veille de la journée mondiale de la lutte contre le sida, la signature de la déclaration de Mayotte qui engage les maires de l'île dans le combat contre cette maladie et avec la mobilisation des ressources pour une meilleure intégration de la santé publique et du développement. L'heure est grave, il faut agir, comme nous l'explique Saïd Omar Wali, président de l'association des maires. On l'écoute. Nous avons, l'ensemble des maires de Mayotte se sont engagés et c'est marqué ici à 90%. Moi je dis on s'engage à 100% parce que la maladie sur le sida c'est une réalité. Nous avons à Mayotte chaque année 30 cas, c'est beaucoup, et que j'ai appris aujourd'hui que nous sommes 2e au niveau national en matière justement de sida. Après l'Île-de-France, c'est Mayotte, après c'est la Guyane. Donc c'est une réalité. Interview réalisée par Géraldine Lui et Henriette Bouanaïssa. Dans la région, à La Réunion, les manifestants ne valident pas pour le moment les annonces faites par la ministre des Outre-mer depuis avant-hier. Et pour cela, il s'agit pour eux de la poudre aux yeux, des annonces faites hier soir qui concernent le monde économique, avec notamment la mise en place de zones franches d'activité. Objectif, diminuer les impôts. Voici un extrait des mesures économiques d'Annick Girardin. Autour du SMIC, pour faciliter les embauches. Nous avons bien sûr voulu là favoriser les secteurs, un certain nombre de secteurs, et je veux ici les citer. Secteur de la production locale, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, le BTP et l'environnement. Ce sont près de 40 millions d'euros de charges en moins dans ces secteurs pour La Réunion, c'est ce que je disais hier.
Soutenir la croissance des entreprises, ça se fait aussi en diminuant les impôts, grâce à la nouvelle zone franche d'activité que l'on va mettre en place à compter du 1er janvier 2019. L'imposition sur les sociétés sera 2 fois plus faible que ce qu'on connaît aujourd'hui à l'île Maurice. Alors on l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que je crois qu'ici, à La Réunion, on peut attirer de nouveaux investissements, de nouveaux investisseurs. Enfin, nous allons soutenir l'investissement privé comme public. La défiscalisation industrielle est prolongée jusqu'en 2025. Ça donne plus de visibilité pour investir, et c'était attendu de nos entreprises. Et le budget des Outre-mer permet de lancer une politique ambitieuse d'investissement public qui permettra de créer un véritable choc d'activité. Et dans ce combat contre la vie chère à La Réunion, les Gilets jaunes ont le soutien des agriculteurs. Mais dans cette crise, les professionnels agricoles disent subir un lourd préjudice suite au barrage routier. Et cette colère, ils l'ont exprimée ce matin avec leurs tracteurs devant la mairie de Saint-Pierre dans le sud de l'île. Ils ont déposé une motion, comme nous l'expliquent Frédéric Waro et Laurent Pirotte. Ce sont des agriculteurs en colère, plutôt même désemparés, qui ont investi le centre-ville de Saint-Pierre ce matin. Une douzaine de tracteurs a pris place devant la mairie. Les planteurs, les éleveurs de Saint-Pierre et du Tampon, peut-être au nom de tous les autres, craignent une catastrophe sans précédent. Cannes pourries, animaux d'élevage morts. Alors, ils menacent. Il n'y a rien qui avance et la semaine prochaine, je pense qu'on n'aura encore pas de solution et nos cannes sont en train de pourrir dans le champ. Il faut que la population réunionnaise voit que nos agriculteurs, on n'est pas contre, comme j'ai dit, contre le mouvement qui est en place en ce moment, solidaire, mais il faut qu'on livre nos cannes parce que la campagne se termine dans 15 jours. Vous venez voir le maire là? Et on demande le soutien de le maire parce que ces cannes-là, tous les élus, ces cannes-là, ça va être jeté ça, parce que si on livre ces cannes-là, toute cette campagne, mauvaise campagne par rapport au TENAS, on livre ces cannes-là, on va perdre de l'argent. Alors on a déjà assez perdu. Et là aujourd'hui c'est trop parce qu'il y a plus de 50 000 tonnes de cannes dans cet état-là. Et moi, cette demande aux agriculteurs, s'il n'y a rien fait dans les jours à venir, lundi, ces cannes-là vont atterrir dans des endroits bien précis. Et ça va être catastrophe pour tout le monde. Une délégation est reçue assez rapidement par le maire. Michel Fontaine comprend le désarroi et craint surtout une lutte créole contre créole. Le Réunionnais ne doit pas pénaliser le Réunionnais. Je pense qu'aujourd'hui, la Réunion attend véritablement des mesures concrètes, mais dans l'urgence, je pense que ceux qui, aujourd'hui, risquent de tout perdre, attendent aussi des réponses concrètes, immédiates. C'est pour ça que vous allez les aider? C'est pour ça qu'on va faire remonter leur message, à la fois au ministre et, bien entendu, au niveau du préfet, et surtout à Tereos, qui est, vous savez très bien, qui a le monopole ici au niveau du traitement de la canne. À l'issue de l'échange, il est convenu que les agriculteurs fassent un mémorandum à l'adresse de la ministre, du préfet, mais surtout de Tereos. Michel Fontaine s'est engagé à la faire signer par tous les maires du Sud et à la faire suivre personnellement. Et ce soir, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annoncera une 3e série de mesures concernant cette fois la citoyenneté et les institutions. Cette question, pour terminer, faut-il donner de l'argent aux enfants pour aller à l'école? C'est le thème qui a animé les échanges hier entre parents d'élèves et l'association CEMEA, organisatrice de cet atelier qui s'est déroulé à la mairie de Mtsangamouji. Une question pour laquelle les avis des parents sont très clairs. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. Doit-on donner de l'argent aux enfants? Si oui, comment est-il dépensé? L'argent donné aux enfants a fait l'objet d'un débat lors de cet échange sur l'éducation à la parentalité. On a remarqué aujourd'hui que beaucoup des mamans et des papas en fait, sont en difficulté de gérer leurs jeunes ou les enfants. En fait. Ils sont en difficulté avec leurs enfants par rapport à quoi? Par rapport à la pédagogie. Qui veut dire, aujourd'hui, tu as un enfant à qui, par exemple, tu lui donnes de l'argent, des monnaies, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Est-ce que c'est bien ou pas? On peut donner de l'argent, mais dans un but bien précis. Le fait que donner de l'argent à un enfant parce que l'enfant a demandé, ce n'est pas le bon. Par contre, si l'enfant a eu de l'argent parce que c'est le père ou bien c'est la mère qui lui a donné,
dans un contexte donné pour aller acheter, je ne sais pas, telle ou telle chose, ce n'est pas un problème. D'autres sont catégoriques et pensent qu'on peut éduquer sans donner de l'argent aux enfants pour aller en classe. Je suis contre qu'on donne de l'argent à nos enfants pour déjà aller à l'école ou pour aller n'importe où parce que on se rend compte maintenant avec le phénomène de cigarettes, de drogue ou de tout ça, les jeunes vont en profiter. Au lieu d'acheter des goûters qu'on leur demande d'acheter, qu'ils veulent, qu'on pense qu'ils achètent, ils vont acheter autre chose qui ne sont pas bons pour leur santé, qui ne sont pas bons pour leur avenir. Donc effectivement, je suis totalement contre. Mais un autre phénomène inquiète les parents aujourd'hui, l'addiction au jeu. L'enfant passe des nuits à jouer sur son ordinateur jusqu'à altérer sa concentration le lendemain en cours, un fléau à dénoncer aujourd'hui. Ce n'est pas une honte, c'est justement en parlant qu'on va trouver des solutions. Et votre solution par rapport à votre enfant, vous l'avez trouvée, il a arrêté de fumer ? Il est en train de prendre le bon chemin parce que heureusement pour moi, j'arrive, je connais un petit peu les institutions, donc j'arrive à trouver de l'aide. Il y a la médiation familiale avec l'UDAF, il y a le service addictologie au CHM. J'essaye d'en parler, j'en parle avec mes frères, avec ma famille, donc tout le monde est avec moi pour accompagner nos enfants. L'inquiétude est profonde chez les parents. Ils pensent que les solutions aux addictions passent par le dialogue. L'enfant doit être à l'écoute de tout le monde. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de vos programmes avec le 12-14 et votre émission Place Publique. Passez un très bel après-midi sur notre antenne. On se retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité.